Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Bruit de vote au Venezuela. Le président autoproclamé Juan Guaidó semble avoir choisi de prendre le pouvoir par la force face à Nicolás Maduro. Mais le pouvoir affirme avoir déjoué cette tentative. Bataille politique ici aux États-Unis où l'administration Trump tente de bloquer les tentatives des démocrates de s'emparer de certains documents financiers de la famille Trump. En Mauritanie, les Haratines font entendre leur voix. Ils sont descendus dans les rues de la capitale lundi pour leur marche annuelle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est une actualité qui peut changer à tout moment. Mais ce mardi, la tension est subitement montée d'un cran au Venezuela. Un groupe de militaires s'est soulevé en soutien à Juan Guaidó, l'opposant reconnu par une cinquantaine de pays comme président intérimaire, est apparu à l'aube dans une vidéo avec des militaires qu'il qualifie de courageux. Des heurts opposent des manifestants aux forces de l'ordre. Le point avec Morgane Guiriec. Alors qu'il avait appelé à un vaste rassemblement pour demain, mercredi, Juan Guaidó a réveillé ses compatriotes ce mardi avec cet appel sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, il affirme que les forces armées sont clairement du côté du peuple. Juste après, il annonce un rassemblement. Les gens vont continuer à arriver. Les unités militaires qui sont du côté de la Constitution vont arriver. Aussitôt après, le régime de Nicolás Maduro accuse Guaidó de tentative de coup d'État, faisant état de quelques traîtres militaires, appelant aussi ses partisans à un rassemblement au palais présidentiel. Des images d'agence montrent des affrontements entre forces de sécurité et manifestants. Les États-Unis et des pays d'Amérique latine comme le Brésil ont demandé à l'armée de rejoindre le camp de Juan Guaidó. Ici aux États-Unis, Donald Trump et les démocrates se sont mis d'accord sur un programme de dépenses d'infrastructures de 2 000 milliards de dollars. C'est ce qu'annonce ce mardi le leader de l'opposition au Sénat, Chuck Schumer. Nous nous sommes mis d'accord sur un chiffre qui est très bon. 2 000 milliards pour les infrastructures, a-t-il déclaré à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche. Ces investissements porteront notamment sur les routes, les ponts, les ressources énergétiques et l'Internet à haut débit, a-t-il précisé. Et cette information, toujours ici, aux États-Unis, qui concerne les demandeurs d'asile, le président américain Donald Trump a ordonné à son administration de rendre payantes les demandes d'asile et de gérer les dossiers dans ce domaine en 180 jours maximum. Une annonce faite lundi soir alors que Donald Trump dénonçait sur Twitter des lois américaines sur l'immigration qu'il a décrites comme étant laxistes, inefficaces et dangereuses. La nouvelle circulaire présidentielle recommande aussi de révoquer les permis de travail des migrants ayant reçu des ordres d'expulsion définitifs. L'enquête sur une possible ingérence russe dans les élections américaines de 2016 est terminée. Mais la bataille politique, elle, est loin de l'être. L'administration Trump tente de bloquer les tentatives des démocrates de s'emparer de certains documents financiers de la famille Trump. Un reportage de Patsy Widakwazura, correspondant de la VOA à la Maison-Blanche, rendu ici par Abdourahmane Dia. Le ministre de la Justice, William Barr, doit en principe faire face jeudi à la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Mais il menace de ne pas se présenter car pour lui, seuls les parlementaires doivent l'interroger.
Mais le patron de cette commission, le démocrate Jerry Nadler, menace de lui servir une assignation s'il ne répond pas à la convocation des parlementaires sur le rapport du procureur spécial Mueller. La Maison-Blanche n'est pas contente. La Chambre veut que le staff et d'autres personnes interrogent M. Barr. Leur comportement est scandaleux. Les démocrates ont déjà assigné plusieurs responsables à comparaître, comme l'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche, Don McGahn, qui avait, selon le rapport Mueller, menacé de démissionner plutôt que de faire licencier le procureur spécial, comme le lui demandait le président. Donald Trump, lui, dit qu'il va combattre toutes les assignations. J'ai été de loin le président le plus transparent de l'histoire de notre pays. Beaucoup de spécialistes estiment toutefois que le président n'a aucune base légale pour ignorer les demandes du Congrès. En fait, cela constitue une base pour une mise en accusation du président, car il n'aurait pas respecté une clause de la Constitution sous laquelle l'exécutif doit s'assurer que les lois sont appliquées à la lettre. Les sondages montrent que la majorité des Américains s'opposent à la procédure de destitution et le président Trump menace de mener la bataille jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. Et c'est un discours qui marche. Le fait de répéter encore et encore qu'il n'y a pas eu collusion a été efficace. Les avocats personnels de Donald Trump ont engagé la bataille judiciaire contre le Congrès et contre les banques pour garder secrets les états financiers du président et de ses compagnies. Et puis la Chine et les États-Unis reprennent ce mardi à Pékin leurs négociations commerciales alors que leur difficile tractation semble enfin entrer dans une phase décisive selon Washington. Cette nouvelle session, la 10e du genre entre les deux puissances économiques, sera suivie le 8 mai d'une nouvelle réunion à Washington où se rendront à leur tour les négociateurs chinois selon la Maison-Blanche. Les discussions devraient porter sur les questions de propriété intellectuelle et les transferts forcés de technologies imposés par la Chine aux entreprises étrangères ainsi que la manière de vérifier l'application d'un éventuel accord. En Mauritanie, des représentants du parti au pouvoir ont participé pour la première fois hier à Nouakchott à la marche annuelle des Haratines, les descendants d'esclaves qui dénoncent des discriminations. Faisons le point avec Irénée Herman Ongbo. Banderoles et pancartes en main, ils étaient nombreux ces manifestants à descendre dans les rues de Nouakchott. Objectif, faire valoir le manifeste des droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même. Cette cause a réuni autour d'elle l'ensemble de la classe politique mauritanienne, tous les acteurs de la société civile, tous les militants des droits de l'homme. Donc voilà aujourd'hui un consensus sans précédent. Nous espérons que prochainement ce consensus va verser dans des mesures concrètes, menées par les gouvernants, par les responsables, les acteurs de la chose publique. Les leaders de l'opposition étaient aussi au rendez-vous pour cette 6e édition annuelle qui vise à dénoncer la persistance des formes d'esclavage dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le mouvement représentant les Haratines étant scindé en deux courants depuis 2018, 2 marches et 2 meetings ont eu lieu simultanément comme l'an dernier. Les représentants des partis politiques à pouvoir et opposition étaient présents aux 2 manifestations. Aujourd'hui, quand nous voyons que tous les Mauritaniens sont autour de nous, qu'ils soient des teints clairs ou qu'ils soient des négro-africains ou haratines, tout ce monde-là est réuni justement pour dire non à l'élimination, non à la marginalisation de la communauté haratine, je pense que déjà c'est un progrès. Occasion pour ces marginalisés de la société mauritanienne de demander aux autorités du pays d'inscrire la question haratine au rang de leur priorité. La justice suit son cours en Algérie. L'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya, limogé en mars pour tenter d'apaiser l'inédit mouvement de contestation du régime, est entendu par le parquet d'Alger dans des dossiers de dilapidation des fonds publics et d'avantages indus. C'est ce qu'annonce la télévision publique ce mardi. La veille, l'actuel ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Loukal, avait été entendu au même tribunal dont il était ressorti libre.
Entre-temps, l'armée a opposé implicitement une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants en affirmant que la présidentielle du 4 juillet est la seule voie de sortie de crise. Au Soudan, l'Alliance pour la liberté et le changement, groupe en première ligne du mouvement de contestation dans le pays, appelle à une marche d'1 million de manifestants jeudi afin de réclamer une nouvelle fois l'instauration d'un pouvoir civil après des désaccords avec les militaires au pouvoir sur la création d'un conseil conjoint. Ces discussions se sont tenues hier sur la composition d'un conseil conjoint qui inclurait des représentants de l'armée et des civils et prendrait la tête du pays. Au cours d'une conférence de presse, un porte-parole militaire a exprimé l'espoir qu'un accord sera prochainement trouvé sur la forme définitive de cet organe qui doit remplacer le Conseil militaire. Benjamin Netanyahou et les autres députés du nouveau Parlement israélien ont prêté serment aujourd'hui après les élections du 9 avril qui ont vu la victoire du Premier ministre chargé de former une coalition gouvernementale. La Knesset va au-devant de sessions potentiellement houleuses en raison des propositions de loi controversées qui devraient toucher à la relation entre l'État et la religion ou encore afin de protéger M. Netanyahou de poursuites judiciaires. Le procureur général a annoncé en février dernier son intention d'inculper le Premier ministre pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Des combattants du groupe État islamique, longtemps actifs en Syrie et en Irak, jettent désormais leur dévolu sur l'Afghanistan, d'où ils pourraient tenter de mettre sur pied de spectaculaires attentats contre les États-Unis, d'après un haut responsable américain. Cet avertissement intervient alors que l'État islamique cherche à regagner en influence après la perte de son califat autoproclamé au Moyen-Orient et après une série d'attentats meurtriers en Asie du Sud. Le groupe djihadiste a inspiré ou a été impliqué dans plusieurs attentats importants ici aux États-Unis, notamment dans une sanglante fusillade en Floride en 2016. Le tireur, qui lui avait prêté allégeance, avait abattu 49 personnes à Orlando. Selon un récent rapport de l'ONU, l'État islamique compterait entre 2500 et 4000 membres en Afghanistan, soit un chiffre équivalent à celui avancé par le Pentagone il y a 2 ans, malgré des lourdes pertes. Et puis, Facebook lance mardi une nouvelle version entièrement redessinée de son application centrée sur les groupes et sur les interactions plus intimes et privées, a annoncé son patron Mark Zuckerberg. Cette nouvelle version, qui perd la couleur bleue typique de Facebook, rend les communautés aussi centrales que les amis, a dit M. Zuckerberg, qui avait promis le mois dernier de construire une plateforme plus centrée sur la vie privée et l'intime pour répondre aux critiques et aux nouveaux goûts des usagers. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. L'eau potable, une denrée rare à Luanda, en Angola. La ville est entourée d'eau et pourtant, ses habitants ont soif et beaucoup en profitent pour faire des affaires. Préparez votre sac à dos, nous vous emmènerons en République démocratique du Congo pour une visite dans l'île d'Idjouï, l'une des plus belles destinations d'Afrique. Et en sport, les amoureux du ballon rond ont rendez-vous avec les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Et c'est l'heure d'accueillir Eric Manirakiza qui nous propose la rubrique économie. Comme chaque mardi, le rendez-vous est donc tenu. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. Et on commence, ça va très bien, merci Eric. Et on commence avec la découverte du tissage à Fès et le dernier des maîtres du brocart du Maroc. C'est de l'artisanat raffiné. Ce savoir-faire remonte au moins au XIIIe siècle, époque des premiers sultans méridides. Il faut, John, une journée entière pour fabriquer un mètre de brocart. Le tissage des brocarts de Fès semble être une tradition disparue partout ailleurs en Afrique du Nord. Il y avait beaucoup d'artisans à Fès et tous sont actuellement décédés. Il ne reste que des souvenirs. Ce tisserand est âgé de 79 ans, le dernier témoin actif d'une époque révolue. C'est fascinant, il répète les mêmes gestes depuis 63 ans. Il explique ici le tissage précieux qui sort de son métier. Suivez. Nous avons plusieurs modèles de tissus. Nous en avons plusieurs. Tout est calculé ici. C'est mathématique, vous savez. Ceux qui disent le contraire ne savent rien de ce métier. Le travail que j'ai fait avec les Américains est très connu en France. Il a été présenté à la boutique Colette à Paris. La promotion a eu lieu dans un grand magasin. Malheureusement, personne ne veut apprendre ce métier. Il n'y a pas d'avenir pour ça. Personne ne veut lui donner d'importance. C'est tout. Les larges ceintures colorées qui ont fait pendant des siècles des affaires et la réputation des maîtres tisserands de Fès sont peu à peu passées de mode et à l'heure de la mondialisation, la concurrence de la grande industrie du textile a porté le coup de grâce, John. Un vrai expert. Allons, Eric, au Sénégal, au pays de la Teranga. Dakar organise le premier rendez-vous de l'agriculture numérique en Afrique de l'Ouest. Eh bien, l'agriculture n'est plus seulement une affaire d'agronomes. L'intelligence artificielle offre des solutions nouvelles aux agriculteurs africains. Et ce qu'il faut comprendre, John, c'est que l'Institut sénégalais de recherche agricole, le CIRAD, a développé un projet qui permet d'augmenter la production d'un champ de manguier pour vendre sa production au juste prix. Il suffit à l'agriculteur de photographier avec son smartphone quelques-uns de ces arbres dans chaque champ et le logiciel fait le reste. Résultat, les agriculteurs, les grossistes et négociants peuvent évaluer à l'avance des productions qu'ils pourront écouler. Parfois, les technologies les plus simples peuvent changer la vie quotidienne d'un agriculteur, comme vous allez le suivre. Nous nous sommes rendus compte que les écoles avaient un budget parfois très limité pour pouvoir nourrir leurs enfants, mais que la chaîne de distribution est tellement longue qu'on a entre 25 et 50% du budget qui passe sur le transport, sur les intermédiaires qu'on a dans la chaîne. Aujourd'hui, avec la plateforme Lifentou, les écoles peuvent acheter directement sur la plateforme des produits directement chez les producteurs. Donc il n'y a plus d'intermédiaires. Oui, on peut vraiment dire qu'il y a une révolution numérique, en Afrique en particulier, qui est un lieu d'innovation forte, où le numérique a vraiment percé et toute sa place pour continuer à percer et faire avancer le développement du continent. Voilà, John, en phase de finalisation pour les mangues, ce système sera étendu à d'autres produits, bien sûr, le café, les agrumes, les litchis, précis, comme le précise un autre responsable du CIRAD. Eric Manirakiza, qu'on retrouve donc très prochainement. Et à mardi.
à mardi, n'est-ce pas? Alors, une denrée aussi importante pour l'agriculture que pour les Amériques. Allons en Angola. La ville de Luanda est entourée d'eau, mais beaucoup de ses habitants n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Les autorités angolaises tentent tant bien que mal de pallier ce manque crucial, bien que certains profitent de cette situation pour faire prospérer leur business de livraison d'eau. Suivons ce reportage d'Elisabeth Casimiro, relaté par Blanche Sano. Luanda compte environ 8 millions d'habitants, mais seulement la moitié a accès à de l'eau courante et propre. Dans les grandes artères de la ville, quelques poches d'eau usées ou d'égouts sont utilisées par les laveurs d'automobiles pour gagner leur vie. Nous faisons cette activité à cause de la faim. Nous devons joindre les deux bouts. Nous sommes au chômage, c'est pourquoi nous sommes ici. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, le manque d'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène sont les principales causes de maladies infectieuses. Selon l'UNICEF, à l'échelle nationale, 44% des Angolais n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Cela signifie que beaucoup de gens sont en danger. Ne pas avoir accès à l'eau potable équivaut à la probabilité que des personnes contractent des maladies, ce qui augmente la morbidité et cause un taux de mortalité élevé. Cette pénurie est devenue une opportunité pour des centaines de livreurs d'eau potable. Les gens ont besoin de notre eau parce que dans le quartier où nous la vendons, il n'y a pas une goutte. Les gens ont des robinets, mais ils n'ont jamais eu d'eau courante. La compagnie publique des eaux de Luanda admet qu'il y a une grave pénurie. Nous produisons en moyenne 540 000 mètres cubes d'eau par jour, alors que les besoins dépassent 1 million de mètres cubes. Vous constatez avec moi le niveau de déficit et la nécessité de mettre en œuvre des projets de production d'eau. La compagnie des eaux de Luanda reconnaît que les problèmes financiers avaient ralenti les progrès, mais elle promet que des projets sont en cours pour améliorer l'accès à l'eau potable. En attendant, les habitants de la capitale angolaise font de leur mieux pour combler le déficit avec le peu d'eau dont ils disposent. À présent, place au sport avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir. On commence par les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Oui, bonsoir John, bonsoir à tous. Et donc pour ces demi-finales allées, la planète foot a les yeux rivés en ce moment sur la jeune garde de l'Ajax Amsterdam qui joue en ce moment à Londres avec une vraie démonstration contre les Spurs. C'est à la mi-temps et le score est bien sûr d'1-0 pour les jeunes de l'Ajax d'Amsterdam. Les deux équipes ont mis fin à de longues attentes pour arriver à ce stade. L'Ajax a disputé 8 demi-finales de Coupe d'Europe, dont la dernière en 1997, tandis que les Spurs n'ont plus joué à ce niveau depuis 57 ans. Et c'est leur première saison de compétition européenne. Oui, toujours en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Demain, Barcelone sera face à Liverpool. C'est ce qu'on pourrait appeler une finale avant la lettre. Le FC Barcelone de Lionel Messi et le Liverpool de Mohamed Salah et Sadio Mané s'affrontent demain au Camp Nou. C'est un classique européen qui accouchera d'un grand favori pour la finale de Madrid. Cette confrontation entre le Barça et Liverpool est un choc d'habitués du foot européen. Une présélection sans pitié entre prétendants au sacre le 1er juin prochain au stade Metropolitano. Cette demi-finale entre ténors n'a pas de grand désigné. Voilà, et puis pour terminer, suspension des activités de la Ligue soudanaise de football. C'est une décision de la SFA, la Fédération soudanaise de football, pour des raisons, dit-elle, d'ordre sécuritaire. Les manifestations, il faut le dire, continuent en ce moment dans les rues de Khartoum, près d'un mois après la chute du président Omar El-Béchir et la prise de pouvoir par des militaires. Cette décision intervient aussi après l'agression physique la semaine dernière d'un arbitre par des joueurs et supporters lors d'un match d'El Merreikh, l'un des grands clubs du Soudan. Merci John. Merci Bagassi Koura et à la prochaine. Si vos sacs à dos sont prêts, allons donc à l'est de la République démocratique du Congo. La région est considérée comme dangereuse à cause de l'insécurité qui y règne. Cependant, l'île d'Idjoui a pu se soustraire à la violence des groupes armés, devenant un havre de paix et l'une des plus belles destinations d'Afrique. Thierry Kaoré est notre guide. À 1h30 de Goma, dans les eaux calmes du lac Kivu,
se cache l'île d'Idjoui. Selon ses habitants, elle n'a enregistré aucune attaque depuis une décennie. Entourée des montagnes verdoyantes de la RDC et des collines du Rwanda voisin, Idjoui attire de plus en plus de monde à cause de la quiétude qui y règne, mais ce n'est pas tout. Vous grimpez sur les sommets de l'île, vous êtes à plus de 2500 mètres, vous avez des vues sur le lac Kivu, du côté congolais, des vues sur les côtes rwandaises. Avec un climat tempéré et une température variant entre 20 et 25 degrés Celsius toute l'année, l'île est propice à la culture de fruits tropicaux comme l'ananas et même les pommes. Le café que récolte cette dame est la principale source de revenus des habitants qui le commercialisent désormais sur place. Auparavant, nos parents ils allaient au Rwanda pour y vendre le café, mais dès qu'on s'est organisé en coopérative, on a réussi un marché local ici chez nous. L'île reste néanmoins sous-développée. N'étant pas encore connectée au réseau électrique national, elle dépend encore de groupes électrogènes. L'île attire de plus en plus de promoteurs hôteliers. Elle pourrait faire partie du circuit d'une belle excursion dans le parc national des Virunga. Les autorités congolaises gagneraient à assouplir les procédures de visa afin que les écotouristes puissent venir profiter de cet endroit paradisiaque. Voilà, à présent envolons-nous vers le Maroc pour parler de mode avec ce vent d'Afrique et de fusion qui a soufflé sur la nouvelle collection Croisière 2020 de la maison Dior. Elle a été présentée hier soir par la créatrice italienne Maria Grazia Chiuri dans un vieux palais de Marrakech, la capitale touristique du Maroc. Quelques 800 privilégiés, clients, chroniqueuses et personnalités d'influence triées sur le volet ont été invités dans les ruines du palais Badi avec une mise en scène spectaculaire destinée à faire rêver la planète mode via les réseaux sociaux. Et pour ceux qui aiment les chiffres, sachez qu'en 2018, LVMH, maison mère de Christian Dior Couture, a affiché une hausse de 10% de ses ventes à 46,8 milliards d'euros avec un bénéfice net de 6,4 milliards d'euros. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.